Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous un peu exceptionnel et unique, puisque nous inaugurons les rendez-vous du Parlement de la mer. Alors voilà, moi je représente Midi Libre et Midi Events. Nous avons l'habitude de lancer des labs littorales dédiés justement à tout ce qui se tourne autour de la mer et cette économie bleue. Et on on est super contents de faire ce partenariat avec le Parlement de la mer pour ces nouveaux rendez-vous sur une thématique qui nous tient à cœur, à savoir l'innovation au service d'une économie bleue en Occitanie. Pour nous, le Parlement de la mer, j'y repensais encore, on en parlait avec son président Didier Cordorniou, fête ses 10 ans, déjà 10 ans que cette institution a été créée par le président Bourquin en 2013. Et c'était déjà cette idée de vouloir fédérer la communauté maritime, la représenter et permettre la concertation et pouvoir travailler autour de toutes ces thématiques qu'on va évoquer ce soir, notamment sur le focus sur l'économie bleue. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure avec une étude inédite, mais aussi des cas pratiques à travers cette innovation qui porte véritablement la région Occitanie, avec différents exemples. Je ne vais pas tout vous spoiler le programme, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et pour attaquer ce lab littoral 6e du nom en partenariat avec le Parlement de la mer pour ce rendez-vous, j'appelle au pupitre Gwendoline Chaudoir. Vous êtes la mairesse de Port-Iragne et surtout vice-présidente du Parlement de la mer, mais également présidente de l'Association des communes littorales d'Occitanie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je suis particulièrement honorée et heureuse d'accueillir ce rendez-vous du Parlement de la mer à Port-Iragne. Port-Iragne, petite station balnéaire de la communauté d'agglo-héro-méditerranée, mais qui a les mêmes enjeux que toutes nos stations littorales. Alors, aujourd'hui, un rendez-vous qui est tourné autour de l'économie bleue et de l'innovation. L'innovation, effectivement, c'est primordial de faire un focus sur ce thème-là, l'expérimentation, puisque sur tous les enjeux et les thématiques que nous abordons dans le cadre du Parlement de la mer, c'est au cœur de nos préoccupations, puisqu'il faut qu'on s'adapte au réchauffement climatique, qu'on s'adapte à l'attractivité de nos territoires, qu'on s'adapte aux énergies renouvelables et à la crise aussi énergétique que la France traverse. Et le Parlement de la mer, avec toutes les actions qui sont portées en son sein, touche toutes ces thématiques. Alors, on a la chance à Port-Iragne d'avoir l'aéroport Béziers-Cap-d'Agde. La région avait porté une grosse étude aussi sur les retombées économiques en termes de tourisme, parce que nous allons le voir, il y a l'économie bleue, c'est évidemment tout ce qui est sur la mer, la pêche, la conchyliculture, le nautisme, les énergies renouvelables, mais c'est aussi tout ce qui vit sur le littoral, donc en particulier le tourisme, qui est un des facteurs économiques le plus fort sur notre région. Alors je remercie vraiment la région et en particulier son président Didier Cordorniou. Je salue évidemment tous mes collègues du Parlement de la mer, tous les élus qui ont fait les déplacements et toutes les personnes qui sont venues ici, les directeurs de structures, de ports, etc., pour pouvoir échanger ensemble durant cette soirée. Il y a des projets innovants qui vont être présentés. On en a un sur notre collectivité, qui est la société Seaboost, parce qu'on parle d'innovation fondée sur la nature, l'ingénierie en lien avec la nature. J'ai vu aussi Jean-Guy Amat, on parle du tourisme, comment adapter notre attractivité économique à la problématique du recul du trait de côte. Et on fourmille d'idées en Occitanie, des idées innovantes pour s'adapter. Et je suis très heureuse aujourd'hui qu'il y ait autant de personnes pour échanger sur ces tables rondes. Voilà, j'en dirai pas plus. Je nous souhaite une belle séance de travail et de belles tables rondes. Merci beaucoup, Madame Chaudoir. Vous pouvez venir... Restez avec nous et j'appelle au pupitre Didier Cordorniou, le président du Parlement, premier vice-président de la région chargé du littoral et maire de Gruissant
Bonsoir Didier. Bonsoir Yannick. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc, très heureux d'être ici à Port-Iragne, Madame le maire, chère vice-présidente du Parlement de la mer, et puis vous toutes et vous tous, donc avec les élus, avec les membres du Parlement de la mer et le président donc, de l'EPR, cher Philippe. Voilà, donc très heureux de vous retrouver ici pour ce Lab Littoral. Donc, c'est le premier rendez-vous du Parlement de la mer. Ce premier rendez-vous, on a voulu qu'il soit orienté sur l'économie bleue, donc ce que représente exactement l'économie bleue. Donc, pour cela, la vice-présidente Colette Certout va rentrer dans le détail. Moi, quelques mots donc, pour vous parler peut-être de la méthode, de la nouvelle méthode du Parlement de la mer. Nous avons identifié un certain nombre d'actions pour 2023, pratiquement une bonne vingtaine, et il est important, ce que je disais donc, quand Yannick donc Philippe m'a fait l'interview sur le Midi Libre, que je remercie, donc le groupe Midi Libre, l'Indépendant et la Dépêche. Il est important d'avoir cette culture du résultat. Il est important d'être au plus près du territoire. Il est important de faire. Et pour cela, donc, il faut faire bouger un peu les lignes. Ce Parlement de la mer, c'est un nouvel outil de l'acte 3 qui nous permet donc d'illustrer concrètement des enjeux qui concernent tous les acteurs et bien sûr de travailler main dans la main avec les services de l'État. Je salue la présence de Sarah Necker, qui est ici, qui représente le préfet de région. Et avec Sarah, avec Zoé Mahé, avec Nicolas et avec le nouveau préfet, donc on essaye de donner le temps, on essaye bien sûr d'avoir des crédits importants. Aujourd'hui, dans le cadre du CPER, on est sur un montant de 320 millions d'euros. Et donc sur les financements croisés, je pense qu'on n'est pas très loin du milliard d'euros sur les 3-4 prochaines années sur ces rendez-vous. En fait, on est parti sur des rendez-vous au trimestre. Donc le premier, aujourd'hui, sur l'économie bleue, je le disais. Le deuxième, on sera sur les mouillages écologiques. Le troisième, sur la ressource en eau. Et le quatrième, on sera sur les énergies marines renouvelables et donc hors éolien. Donc sujet avec mon ami Patrick Toustou, donc sujet très important sur les enjeux de la ressource et notamment l'énergie propre et notamment l'éolien flottant sur des démonstrateurs qui vont voir le jour à la fin de l'année et 2024 et on est déjà sur le champ industriel. Très rapidement, le rôle du Parlement de la mer, donc ça a été dit, hein, on essaye de fédérer la communauté maritime, tous les acteurs. Donc là, je salue aussi tous les représentants des fédérations, la fédération de voile, mais vous êtes tous et toutes très nombreux pour cette petite réunion, mais qui est non seulement qu'elle soit sympathique, mais elle va nous permettre quand même de rentrer et d'émettre des idées et en même temps des informations. Le Parlement, donc, il valorise les expériences, il essaye de trouver des solutions ensemble, ce que j'appelle l'intelligence collective. Moi, souvent, je reviens un peu sur ce que j'ai vécu dans le milieu rugbystique, monsieur le maire de Valras. Donc, on joue groupé, on essaye de jouer collectif. On a tous des forces, on a aussi des faiblesses, mais quand on est ensemble, la présidente Carole Delga parle souvent de PAC. Donc, et c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir cette force collective. L'objectif de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est d'évoquer l'économie bleue. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelles sont les filières? Quelle a été l'évolution ces dernières années, notamment avec la période du Covid et ces fameux plans de relance qui ont été portés par l'État, par la région. Donc pratiquement 800 millions de plus ont été injectés dans l'économie régionale pour éviter donc les moments de fragilité
au niveau de notre région. Et la région avait lancé, avec le Parlement de la mer, une grande étude en 2019 sur donc, les retombées, notamment le cluster de ce que représente l'économie. C'est une étude innovante et inédite. Elle a été reprise par d'autres régions. Le Parlement de la mer également a été dupliqué. Donc, il y a aujourd'hui 3 parlements de la mer, avec les Hauts-de-France, avec donc Sud-PACA, avec nos amis corses qui vont certainement mettre en place ce Parlement, avec nos amis aussi de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont très intéressés pour créer un Parlement de la mer, et avec le ministre de la mer qui aussi regarde de très très près ce qu'on fait. Donc en 2022, l'actualisation des chiffres a semblé utile pour mesurer l'évolution de ce secteur important. Sur la méthodologie déjà, ce n'est pas une simple actualisation de l'étude 2019, mais c'est en même temps, de nombreux chiffres sont disponibles plus précis, plus réalistes, notamment avec l'INSEE, mais aussi avec des organismes de l'État. Et on est en mesure aujourd'hui de rentrer beaucoup plus finement dans l'approche économique. Et pour les élus que nous sommes, c'est important de savoir de quoi on parle. Et vous le verrez, donc, parce que derrière, c'est des milliards d'euros, c'est des milliers d'emplois et des milliers d'entreprises. Et il est important qu'au niveau des élus, quand on investit, donc en même temps, ce qui est important, c'est d'avoir le retour sur investissement, les fameux effets leviers qui peuvent être multiplicateurs, donc par 5, par 10, par 15, en fonction bien sûr de ces ajouts. Cette étude, elle est réalisée par le cabinet Edater. Elle va être présentée par Nicolas Dourlens, qui est dans la direction de la mer. Je salue la directrice, Marie Diakarian, à mes côtés, à nos côtés, et l'ensemble donc des acteurs avec qui on travaille. Donc là, je rappelle la démarche très rapidement, hein, c'est une démarche innovante au niveau national. Les résultats sont attendus notamment à l'échelle de la façade méditerranéenne. J'ai rencontré le préfet de région il y a une dizaine de jours lors d'un déjeuner. Il était très très intéressé sur cette étude. Il était aussi très intéressé sur le Parlement de la mer, pour qu'en même temps, donc au niveau des, je salue donc les responsables, donc l'approviseur donc de Canet, donc du lycée de Canet, pour avec les universités, comment on travaille, comment donc on va un peu plus loin sur la recherche fondamentale, et c'est important d'avoir tous ces éléments. Le Parlement de la mer peut se féliciter de s'être engagé dans cette démarche qui aura vocation à être reproduite partout sur le territoire national. Voilà donc les quelques éléments que je voulais vous dire. Mais derrière ces éléments, je reviens sur la méthode et je reviens sur les hommes et les femmes qui s'engagent. Ce qui est important, c'est, je vous disais, de rendre des comptes et en même temps d'avoir aussi des outils de suivi qui vont nous permettre de pouvoir vous démontrer qu'on peut atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs, un peu comme dans une entreprise privée, donc il faut des indicateurs, il faut en même temps des instruments de mesure, et c'est aussi le pari que l'on va faire donc, durant cette année 2023, donc de pari de pouvoir vous dire donc, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a réalisé, ce qu'on a fait, et derrière donc, cette construction, c'est aussi d'inventer et d'innover. Je suis très attaché sur les démonstrateurs. Vous avez parlé, donc on parle souvent de l'érosion, encore plus ici, donc très impacté par le trait de côte, par des expérimentations sur un certain nombre de professionnels, notamment de camping, de loisirs. Et effectivement, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit aidé, on l'est avec les services de l'État, mais en même temps, il faut que ces démonstrateurs, on puisse les mesurer dans peu de temps, 1 année, voire 2 années, et que derrière, on duplique les modèles dans les mesures où les modèles ont été actés par l'ensemble des services de l'État et puis, bien sûr, de la région pour donc multiplier tous ces démonstrateurs. Voilà donc les quelques éléments que je voulais vous dire. Avant, je crois, d'appeler Colette Certout, c'est ça ? Exactement, pour compléter cette présentation. Merci Didier. Colette Certout, vice-présidente du Parlement de la mer, mais aussi vice-présidente de la FIN, Fédération des industries nautiques. C'est ça.
pour qui l'économie bleue, ça parle forcément, avec les bons chiffres de ces derniers mois et ces dernières années. Tout à fait. Bonsoir Colette. Je te remercie. Bonjour à tous. Voilà, je vais prendre un petit peu la suite de ce que vous a dit Didier au niveau de cette étude qui va vous être présentée ensuite. Je voudrais insister sur l'importance de la démarche, car elle va nous donner une photographie très précise du secteur, mais également des différentes filières de l'économie bleue. Donc moi, je représente la filière du nautisme. Donc bien évidemment, on va avoir des chiffres intéressants à considérer, mais également donc, pour la partie plaisance avec les ports de plaisance, dont des représentants sont présents ici, également donc pour la pêche, la conchyliculture. Et ensuite, on ne l'a pas regardé directement, je ne vais pas en parler moi directement, mais ça va être évoqué. Donc le transport, les activités portuaires, les ressources marines et aussi le tourisme littoral qui est, vous allez le voir, est très important. Donc cette démarche est très importante pour nous car les résultats vont donner une connaissance de la structure et de la santé de ces différentes filières. Je vais vous citer quelques chiffres très rapidement. Le nombre total d'emplois a augmenté de plus de 8%. Les industries nautiques connaissent une forte progression d'emplois et de chiffres d'affaires. On peut dire que le nautisme reste un fer de lance de l'économie bleue d'Occitanie. Et nous continuons à progresser. Et c'est à la fois très bon pour l'industrie dans notre région, mais bien sûr pour l'emploi. On y reviendra peut-être. Et donc, les ressources marines aussi, qui est un domaine qui a beaucoup souffert, notamment celui de la pêche, mais dont vous allez avoir des éléments précis. Les transports et les activités portuaires aussi, qui ont malheureusement subi des pertes d'emplois et de chiffre d'affaires. Le tourisme littoral, qui représente un tiers des emplois touristiques de l'Occitanie, qui lui est en forte progression, plus de 9% d'augmentation. Et également un secteur peut-être moins connu de l'économie bleue, qui est l'ingénierie, qui a augmenté ses effectifs de 45% et qui constitue un des points forts de l'économie bleue de l'Occitanie. Donc le détail va vous être présenté par Nicolas plus précisément avec le retour de l'étude EDATER. Donc cela nous fournit donc des éléments précieux pour travailler ensemble et on a besoin justement de tous ces éléments pour pouvoir, comme l'a dit Didier, positionner nos missions, nos sujets. Ça nous permet également d'orienter les politiques publiques mieux en fonction des besoins de la filière, de lancer des démarches d'accompagnement et de soutien en faveur des entreprises, mais aussi bien sûr en faveur de la filière elle-même, où la question de l'attractivité des métiers dans ces filières reste un sujet important. Et je salue également la présence du campus des métiers de Canet-en-Roussillon, avec qui, justement, la Fédération des industries nautiques collabore activement. Ainsi, on peut considérer que c'est une première étape et que l'on peut aller plus loin dans la finesse des résultats. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir, d'ici quelques temps, vous proposer, voir tout le travail qui va être accompli justement à partir de cette étude. On a encore à s'interroger sur la pyramide des âges en fonction du type d'entreprise, de la part des jeunes, de la part des femmes, le niveau de qualification. Cela va nous permettre également d'aller plus loin dans la connaissance des filières et des besoins, dans toute la partie aussi de gestion environnementale des entreprises. En particulier dans l'industrie nautique, on travaille beaucoup sur le cycle de vie des bateaux et pour arriver à un sujet qui commence à vous être connu, donc sur la déconstruction et le recyclage des bateaux. Il faut le rappeler, mais ça Didier l'a très bien fait, que cette démarche est innovante au niveau national. Donc moi je peux en témoigner, donc par mes fonctions au niveau national, que la première étude que nous avons faite en 2019, donc portée déjà, créée par EDATER, a ensuite été reprise sur différentes régions. Elle continue d'ailleurs de l'aide sur les régions qui ne s'étaient pas encore lancées. Et nos résultats sont attendus
notamment, bien sûr, sur la façade méditerranéenne, où on a envie de co-construire quelque chose au niveau justement de toute cette façade, y compris de la Corse, qui est aussi dans cette démarche. Ils mettent un peu de temps quand même, nos amis corses, parce qu'on en parle déjà depuis un moment, mais ça va finir par se faire. Et donc le Parlement de la mer ne peut que se féliciter de s'être engagé dans cette démarche, puisqu'elle a vocation à être reproduite partout sur le territoire national. Voilà, je voulais insister là-dessus, parce que ne croyez pas que c'est juste simplement une démarche qui va concerner l'Occitanie, pas seulement le littoral. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir que bon nombre d'entreprises liées à l'économie bleue sont présentes en dehors du littoral d'Occitanie, mais aussi parce que on peut dire que cette région, concernant l'économie bleue, elle est en pointe justement sur ces études, sur ces démonstrations. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Colette pour ces mots complémentaires. Alors on a parlé de cette fameuse étude édataire indispensable pour présenter ce panorama de l'économie bleue. Je vais appeler tout de suite au pupitre donc Nicolas Dourlens, chargé de l'économie bleue et de l'innovation à la région et qui substitue Philippe Miellet, qui était du cabinet édataire, qui n'a pas pu nous rejoindre. Je vous propose qu'on puisse parler de cette étude et qu'ensuite on se réserve un petit temps pour des questions si vous en avez. N'hésitez pas après la présentation de Nicolas. Nicolas, bonsoir et vous avez la parole. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, on est réunis ce soir pour parler de l'économie bleue. L'économie bleue, on en parle beaucoup au niveau régional. On fait beaucoup de choses au niveau régional. On en parle aussi au niveau national, au niveau européen. Et finalement, ce qui nous semblait intéressant dans une séquence comme celle du premier rendez-vous du Parlement de la mer, c'est d'expliquer finalement ce que c'est que l'économie bleue, ce qu'on entend par cette notion, ce qu'elle représente en matière de filière, comme l'a dit le président Codorniou et Colette Certout, d'avoir la mesure de ce poids de l'économie bleue, et puis d'avoir en deuxième séquence une illustration concrète de ce que ça représente pour les entreprises, pour le territoire et pour l'emploi. Alors on va commencer tout de suite la présentation, si on peut avoir la présente, voilà. Donc l'économie bleue, c'est quoi? L'économie bleue, en fait, on a effectivement des définitions qui sont différentes en fonction de la structure dans laquelle on est. L'IFREMER a sa définition de l'économie bleue, l'INSEE a sa définition de l'économie maritime et littorale, l'Europe travaille dessus, et finalement on n'a pas de normes sur cette notion d'économie bleue. Donc il nous a semblé intéressant en 2019, comme ça a été rappelé avant, de travailler sur la méthodologie. Concrètement, qu'est-ce que représente l'économie bleue pour l'Occitanie par rapport à ses spécificités? C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas les mêmes spécificités que la région PACA, qui a notamment des effectifs militaires particulièrement importants, avec la base de Toulon. Nous, on n'a absolument pas cette filière en Occitanie. Mais par contre, on a, comme ça a été dit notamment par Madame le maire, un domaine qui est le tourisme littoral, qui est particulièrement important, sur lequel il nous fallait avancer et avoir une méthode importante. Alors, on voit à l'écran le résultat de cette recherche méthodologique qui a été faite en 2019. C'est-à-dire que l'économie bleue, selon la définition qu'on en a eue avec le cabinet édataire, elle repose sur 5 domaines, 5 grandes filières, qui sont le nautisme et la plaisance, la valorisation des ressources marines, le transport et les activités portuaires, le tourisme littoral et gestion, recherche et innovation. Donc on va revenir dessus précisément pour qu'on voit ce que ça représente. Mais je voulais commencer justement la présentation en entrant directement dans le vif du sujet, vous épargner un petit peu la méthodo parce que c'est compliqué, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, même s'il faudra expliciter certains points, par les chiffres. Parce que finalement, ce qui compte pour nous, c'est de voir quels sont les chiffres de 2019 et l'évolution qu'on a pu mesurer en 2022. Donc on a 3 indicateurs qui sont sur le tableau. Le premier indicateur, c'est le nombre d'entreprises. Le deuxième, c'est le nombre d'emplois. Et le troisième, c'est le chiffre d'affaires. Et ces 3 indicateurs nous semblaient les plus à même de montrer finalement ce que représente l'économie bleue en Occitanie. Ensuite, vous avez 3 colonnes. La première colonne, c'est celle des chiffres de 2019, celle sur laquelle on communique depuis 2019, qui était basée sur la méthodologie initiale. Mais comme le rappelait le président Codorniou tout à l'heure, cette méthodologie a évolué. Elle a évolué parce qu'il y a des bases de données
qui ne sont plus disponibles, des bases de données qui sont plus précises. Par exemple, nous travaillons avec l'URSSAF qui, en 2019, nous donnait des tranches d'effectifs. Et en fait, aujourd'hui, les effectifs, on les a à l'entreprise même. Donc finalement, on n'a plus de chiffres par tranche, on a des chiffres très précis. Et on voit dans la troisième colonne l'étude 2022, donc les résultats de cette année, qui montrent, comme ça a été dit précédemment, finalement l'évolution positive de ces 3 indicateurs du nombre d'entreprises, d'emplois et du chiffre d'affaires. Alors, si on se focalise maintenant sur les différentes filières. Donc, c'est intéressant de regarder. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre les 2 rectangles rouges qui montrent les évolutions d'emploi et les évolutions de chiffre d'affaires pour les 5 filières. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'on a une augmentation, je le disais, systématique pour l'ensemble des filières en matière d'emploi, avec quand même la filière gestion, ingénierie, recherche, qui a une augmentation assez forte, de même que le tourisme balnéaire et littoral. Et en termes de chiffre d'affaires, le point négatif des résultats de cette année concerne le secteur de la valorisation des ressources marines. On va y revenir un petit peu plus tard, mais sinon on est vraiment en progression sur chacune de ces filières. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est de zoomer sur les filières qu'on appelle 100% maritimes. Parce que le tourisme balnéaire, on y reviendra tout à l'heure, on n'est pas totalement précis sur du 100% maritime. Là, on va se concentrer sur les filières qui sont le nautisme, qui sont la valorisation des ressources marines, et le transport activité portuaire, parce que ce sont des activités qui ne sont pas délocalisables et qui sont liées fortement à l'activité maritime. Alors, on voit que ces 3 domaines représentent 4 563 établissements, 4 563 entreprises sur les 34 800. Donc on est à 14% des établissements bleus qui sont sur ces 3 domaines, qui sont quand même majoritairement représentés par la filière des ressources marines, hein, donc la pêche, la conchyliculture, le sel et les énergies marines, et la filière nautisme et plaisance qui se partage quasiment la moitié de ces établissements. En termes d'évolution, rapidement, parce qu'on va y revenir après, on a encore une fois une évolution positive du nombre d'emplois pour chacune de ces filières. Donc c'est plutôt un gage de bonne santé du domaine 100% maritime en région Occitanie. Et là, c'était pour vous illustrer concrètement que l'économie bleue, cette carte vous présente le nombre d'emplois qui sont présents dans tous les départements, les 13 départements de la région Occitanie, alors qu'ils sont répartis toujours sur ces 3 domaines, hein, entre nautisme, ressources marines et transport activité portuaire. Alors bien sûr, on va pas se mentir, le littoral concentre la majorité de ces emplois, en particulier l'Hérault. Dans l'Hérault, on peut voir, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, on peut quand même constater que le nombre d'emplois le plus important concerne les ressources marines, avec notamment le secteur de la pêche et de la conchyliculture qui représente beaucoup d'emplois. Aussi du nautisme, on connaît quelques grands chantiers du côté de la Grande Motte qui emploient beaucoup de monde. Sur le département des Pyrénées-Orientales, là, la tendance est inversée. On a vraiment la filière nautique qui ressort, et encore une fois, Canet et le pôle nautique de Canet représentent un gisement d'emploi important. Mais au-delà de ces éléments qu'on avait quand même un petit peu en tête, finalement, c'est de se dire que dans les autres départements, donc par exemple le Tarn, on a des entreprises qui travaillent directement, soit pour l'industrie nautique, soit pour la valorisation des ressources marines ou pour les entreprises, les activités portuaires. Concrètement, on a un atelier de confection de voilerie qui est situé dans le Tarn et qui finalement est un sous-traitant des activités, des chantiers nautiques du littoral. De la même manière, on a aussi une entreprise située en Haute-Garonne qui travaille sur les matériaux composites. Et ces matériaux composites, finalement, ils entrent dans la composition des coques des bateaux. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que l'économie bleue, elle est partout, elle tisse des liens, et pas uniquement sur le littoral.
Alors maintenant, on va entrer dans le détail, enfin peut-être, sur le poids de l'économie bleue par filière. Alors, on commence par la filière nautisme et plaisance. Alors, sur cette filière, en fait, on a 3 segmentations. On a notamment la gestion des ports, donc ça concerne toutes les structures et les personnes qui travaillent dans les ports de plaisance, je précise. On a ensuite le deuxième indicateur, c'est les industries nautiques et les services. Donc, ce sont les chantiers, ce sont les accastilleurs, ce sont toutes les entreprises qui travaillent à la fabrication et à l'entretien des bateaux. Et puis, le troisième domaine de cette filière nautisme et plaisance, ce sont les sports et loisirs. Donc, on est notamment sur la voile, la pratique associative, principalement à ce niveau-là. Donc, on compte 1834 entreprises sur la filière nautisme et plaisance, qui représentent 2804 emplois. Donc on a un chiffre d'affaires qui est assez conséquent, puisqu'on est à 550 millions d'euros, et qui a constaté une augmentation du nombre d'emplois sur la période entre 2019 et 2022 à hauteur de 9%. Donc on voit, et c'est ce que disait Colette tout à l'heure, on voit que la filière nautique, nautisme et plaisance en Occitanie, c'est vraiment une filière importante qui représente de l'emploi, de la valeur, mais aussi de l'innovation. J'en parlais avec les partenariats qui peuvent se monter à l'échelle de la région. La deuxième filière, c'est la valorisation des ressources marines. Là aussi, fait partie de l'identité de la région Occitanie à travers la conchyliculture, à travers les pêcheurs, à travers aussi la production de sel. On a la production de sel qui est dans les ressources marines, avec deux entreprises qui extraient le sel en Occitanie. Donc cette filière compte 2482 entreprises. Et on a une augmentation de 7%. Là aussi, on a un nombre d'entreprises qui a augmenté entre 2019 et 2022, avec plus de 3765 emplois. Alors, sur le chiffre d'affaires, on est quand même sur un chiffre qui est supérieur à celui de l'industrie nautique, mais parce qu'on a aussi une production de valeur qui est importante. À noter tout de même sur le secteur de la pêche et de la transformation une baisse du chiffre d'affaires, bien sûr expliquée par la situation actuelle des pêcheurs d'Occitanie et de manière générale en France. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a une augmentation sur les énergies marines qui est assez notable, puisqu'on a quand même 55% d'augmentation de chiffre d'affaires sur les énergies marines. On sait que c'est le gros sujet de l'Occitanie aussi en ce moment et pour les années à venir, et on voit que c'est un secteur qui est en train de se développer, qui est encore limité en nombre d'établissements et d'emplois, mais qui progresse et qui progressera encore. Je pense pour la prochaine actualisation de l'étude, on aura des chiffres qui seront beaucoup plus importants encore. On passe ensuite à la filière transport et les activités portuaires. Alors, la filière transport et activités portuaires, de la même manière, elle se décompose en plusieurs segments. On a la gestion des ports, donc là c'est notamment les ports du littoral de la région, donc l'établissement public régional du port de Sète-Frontignan, notamment les effectifs sont comptés là-dedans. On a aussi les entreprises de fret et de passagers qui sont présents sur les ports de la région. Donc, quand on a des trafics des trafics voyageurs entre la France et l'autre côté de la Méditerranée, les emplois sont comptabilisés à ce niveau-là. De la même manière, pour le fret, on retrouve ces entreprises qui sont concentrées sur le port de Sète, mais également à Port-la-Nouvelle ou à Port-Vendre aussi. Je pense à tout ce qui concerne les fruits et légumes, Port-Vendre est la porte d'entrée aussi pour le territoire national. Donc, les entreprises et les emplois sont repris dans ce domaine. Et dans les autres activités, alors autres activités, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Donc les autres activités, c'est tout ce qui participe à l'écosystème, au fonctionnement de l'écosystème des ports. C'est-à-dire les lamaneurs, les sociétés de remorquage, par exemple, les sociétés de travaux portuaires. On les retrouve dans ce domaine-là, et on est quand même sur un nombre d'emplois assez important et un chiffre d'affaires aussi important qui est lié, bien sûr, au trafic portuaire.
Le chiffre d'affaires de cette filière transport et activité porteur est en forte augmentation, puisqu'il est de 11%, mais on constate parallèlement une baisse du chiffre d'affaires, notamment sur les questions de fret, et là on revient forcément sur la conjoncture économique liée à la gestion de la crise Covid et la situation internationale aujourd'hui qui font que ces activités ont été ralenties, voire carrément arrêtées, en tout cas pour certaines d'entre elles pendant plusieurs mois. Et donc on constate, en tout cas dans les chiffres aujourd'hui, cette diminution. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les chiffres de 2021 sont bien meilleurs et on sent déjà que l'activité est repartie et très bien repartie sur l'activité portuaire. On arrive ensuite à la filière tourisme balnéaire et littoral dont parlait Madame le maire. Effectivement, là, on est sur une filière particulière, puisque sur les autres filières, concrètement, le cabinet Edater reprend des bases de données en open data, on fait du travail de tri. Là, ça s'est passé un petit peu différemment, parce que le parti pris que nous avions, Parlement de la Mer, et Région Occitanie et Edater, c'était de se dire finalement, pour être sérieux dans nos chiffres, il nous faut nous concentrer précisément sur le littoral. Et donc on a repris les 54 communes du littoral d'Occitanie, les communes littorales au sens de la loi littorale, hein, quand on est bordé par la mer, et on a regardé ce qui s'y passait et on a appliqué des ratios. Et pour être très concret, et si je prends l'exemple de Port-Iragne où nous sommes accueillis ce soir, on a par exemple un nombre de campings important. Là, les campings, on est sûr que c'est 100% de l'activité touristique. Donc la totalité des effectifs et du chiffre d'affaires des campings, on les retrouve là-dedans. Par contre, la pizzeria, il y en a deux je crois, une pizzeria en tout cas de Port-Iragne, elle fait son chiffre d'affaires effectivement l'été, parce qu'il y a des touristes et ceux qui sont dans les campings ou dans les hébergements y viennent, mais le reste de l'année, ils sont au service de la population, de l'économie présentielle. Et donc, pour calculer ça, on a repris les établissements et les emplois de la pizzeria, on a appliqué un ratio. Alors, ce ratio, on ne l'a pas déterminé comme ça, ce sont des ratios qui sont déterminés par l'INSEE, et on peut considérer, pour un restaurant, si je reste sur cet exemple-là, que 70% au total de l'effectif et du chiffre d'affaires du restaurant peuvent être considérés comme de l'économie littorale. Donc voilà pour le petit point méthodo sur le tourisme, et c'est important parce que finalement, on a une lecture un peu différente de la saisonnalité, parce que le tourisme, en tout cas en Occitanie, est fortement marqué par la saisonnalité, et là, ça permet de gommer cet effet-là et d'avoir une vision générale. Alors, en termes de chiffres, là, on est sur 29 962 entreprises, donc c'est effectivement très important. On est sur la majeure partie des entreprises de l'économie bleue. On est sur 32 138 emplois, ce qui représente, ça a été dit en introduction, mais le tiers des emplois touristiques en Occitanie. Donc ça veut dire que concrètement, les emplois touristiques en Occitanie, vous en prenez 1 sur 3, ils travaillent sur le littoral. Donc c'est vraiment un chiffre particulièrement important. Et sur le chiffre d'affaires aussi, on est à 4,6 milliards d'euros. Et ce 4,6 milliards d'euros correspond au quart du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'activité touristique en Occitanie. Donc là aussi, c'est excessivement important de le noter en termes de création de richesse, de création d'emplois aussi, et de valeur pour les territoires, pour les collectivités qui accueillent ces touristes pendant l'année. Alors la dernière filière, c'est celle de la recherche, de l'ingénierie et de l'innovation. Alors c'est un domaine un peu particulier, effectivement, parce qu'on est principalement sur des établissements, sur des structures publiques. Donc en termes de création, en termes de chiffre d'affaires notamment, en tout cas on n'a pas, l'INSEE ou l'URSSAF n'a pas réussi à nous donner une méthodologie pour évaluer le chiffre d'affaires que les emplois publics représentent, mais en tout cas on est sur un nombre d'emplois assez important, on est à 1947 emplois au total. Donc les structures qui sont dans cette filière, ce sont les services de l'État, ce sont les services de la région par exemple, on est aussi sur les structures comme l'Ifremer, font partie de cette filière ingénierie. Alors, on a aussi, j'ai oublié de préciser, les universités et les laboratoires.
Donc on avait fait ce travail d'aller voir toutes les universités, de lister tous les laboratoires qui travaillaient sur les questions de la mer et du littoral. On n'a pas refait ce travail-là en 2022 parce que c'était un travail qui était assez long et objectivement les choses n'avaient pas forcément évolué. Je pense qu'on retravaillera ce sujet un petit peu plus tard. Mais ce que je voulais souligner, et je terminerai mon propos par ça, c'est qu'on a aussi dans cette filière tout le secteur de l'ingénierie bleue. Et c'est aussi le cœur de ce rendez-vous du Parlement de la mer de ce soir. C'est aussi concrètement comment les entreprises privées s'associent à des laboratoires pour créer de l'innovation. Donc on a de très belles entreprises en Occitanie. On va avoir trois beaux exemples tout à l'heure. Et en termes de création d'emplois, on est à plus de 45% entre 2019 et 2022 sur ce domaine spécifique de l'ingénierie bleue. Donc c'est vraiment, là aussi, avec le nautisme, avec la valorisation des ressources marines, une des filières en pointe de l'Occitanie, une filière d'avenir. Donc on verra ça, je pense, j'en suis sûr, dans la deuxième séquence avec l'illustration par les porteurs de projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Vous restez avec nous, venez vous asseoir là. Bon. Je vais aussi demander à Gwendoline Didier et Colette de rester pour un petit moment échange avec la salle sur cette présentation de ce rapport EDATER. Est-ce que dans la salle, il y a des questions suite à ces chiffres assez spectaculaires entre 2019 et 2022 ? N'hésitez pas à profiter. Toujours la première question qui est la plus difficile, mais peut-être que Didier, toi, quelle est ton analyse sur... Non, mais ce qui est important, c'était déjà de réactualiser donc, les valeurs, les indicateurs, de voir donc, où il y a une fragilité, où il y a une dynamique qui s'enclenche, notamment sur la plaisance, une fragilité sur la pêche, et ça donc lié donc à tout ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est pas voilà, on le devinait. Après, les chiffres sont là aussi pour être interprétés et surtout donc nous il faut qu'on puisse les utiliser pour relancer des filières, structurer des nouvelles filières donc dans le cadre des contrats et aussi avoir des orientations politiques. En fait, on n'a pas fait cette étude économique tout simplement pour dire aujourd'hui on pèse plus de 6 milliards d'euros, qu'il y a des secteurs, le nombre d'emplois donc, de l'économie bleue a augmenté de 8%. Voilà. En fait, ce qui nous intéresse, c'est comment consolider, comment conforter, comment soulager. Et c'est un peu ce qui va nous attendre demain pour essayer de relancer des filières qui en ont besoin, notamment sur la filière de la pêche. La pêche est en grande fragilité, mais on le savait. On le voit sur les ports, le port de Sète, avec le président, dans le cadre donc, des conseils portuaires, dans le cadre donc, du conseil d'administration. On voit que la ressource donc, est de plus en plus difficile, que la méthode et que l'Europe, dans le cadre donc, des plans, le plan WestMed, dans le cadre aussi des annonces qui sont faites donc, au niveau du Parlement européen, il y a une fragilité. Derrière cette fragilité, il y a des criers, derrière les criers, il y a des hommes et des femmes. Et donc, il est de notre responsabilité de voir comment on soutient le secteur de la pêche. Après, sur les transports et les activités portuaires qui ont également souffert lors de la crise de Covid, il y a une perte d'emploi et de chiffre d'affaires. Là, on a de bons espoirs de retrouver des ratios dynamiques et des activités dynamiques en espérant que, bien sûr, on sorte aujourd'hui de cette crise temporaire, je l'espère, de la retraite qui bloque les activités et pour qu'en même temps, on puisse donc connaître des augmentations de chiffre d'affaires. Et puis, ça a été dit, hein, le tourisme littoral qui représente un tiers des emplois touristiques, un quart du chiffre d'affaires. Mais là, on savait très bien que l'activité touristique était une activité lucrative, qu'il faut peut-être aussi donc,
retravailler dans le cadre d'une mise en réseau, comment on conforte tout ça. Voilà, donc nous, je reviens un peu sur la volonté, parce qu'en même temps, c'est aussi Colette, qui, donc les Certout, dans le cadre de la FIN, nous avait incité, demandé de faire cette étude depuis un certain nombre d'années. Donc là, aujourd'hui, nous, on est ravis, et encore plus ravis que les indicateurs sont encore plus vrais. Et après, on peut rentrer. Alors après, le débat aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans tous les secteurs, mais c'était de vous donner une cartographie de l'économie et puis le rayonnement. Quand on parle de la croissance bleue, de l'économie bleue, on a toujours tendance à regarder les façades maritimes. On s'aperçoit que la Haute-Garonne, le Tarn et Garonne, donc il y a des activités. D'où aussi, donc, dans le cadre des réflexions, quand on porte la voie de la Méditerranée, je crois qu'il sera important d'aller à Toulouse. Et si on va à Toulouse, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir, mais c'est parce qu'il y a une vraie économie maritime, littorale, qui se structure. Dans le Lot, par exemple, aujourd'hui, on fabrique les flotteurs pour les éoliennes expérimentales. Voilà, donc, toute cette réflexion nous apporte des idées, peut-être des solutions, et puis en même temps de rencontrer les entreprises. Moi, voilà, aujourd'hui, donc, sur l'économie maritime, ce qu'on voulait, c'était être bien sûr, quand on parle donc, des entreprises et de la valeur, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment, donc demain, après-demain, on va pouvoir aller un peu plus loin et peut-être demain, comment on peut... Moi, mon objectif, c'est d'être ambitieux. Et pour être ambitieux, il faut que les projets qu'on portera avec le plan Littoral 21, dans le cadre donc, du partenariat avec la Banque des Territoires, avec l'État et avec la région, on puisse développer, peut-être demain, avoir des ratios à 2 chiffres donc, de progression, parce que là aussi, c'est aussi dans le cadre de notre volonté de croître encore plus et être accompagné. Voilà, moi, les quelques éléments aujourd'hui qui vont être intéressants à échanger avec vous. Par exemple, sur les filières donc, de la recherche, sur les universités, comment on va un peu plus loin sur la formation, comment on crée ces filières nouvelles. Avec la FIN, on a rencontré le président avec Colette sur l'habitat flottant, qui n'est pas encore reconnu. Mais il y a une vraie filière qui peut être construite avec les armateurs, avec les fabricants de bateaux, mais qui demain pourrait donc s'orienter sur une nouvelle filière pour l'hébergement des saisonniers. On a de gros problèmes donc, des saisonniers. Dans le cadre aussi des futurs groupements d'employeurs, comment on arrive à conforter des groupements d'employeurs sur les personnes conformes, sur le littoral et la montagne. Donc ce sont des sujets et des enjeux qu'on aimerait lancer et qu'on aimerait échanger avec vous pour sécuriser ces employés qui souvent ne veulent pas même de CDI. Là aussi, c'est un autre sujet qu'il faut qu'on aborde avec vous. Donc tous ces sujets, on va les mettre sur la table, on va vous rencontrer, on va voir comment on peut aller un peu plus loin pour apporter une valeur ajoutée. Parce que derrière ces chiffres, c'est apporter de la valeur ajoutée, apporter de l'économie, apporter de l'emploi, apporter donc du logement sur l'emploi saisonnier et lié à l'emploi du littoral. Il y a un vrai problème aujourd'hui structurel. La montagne répond mieux que le littoral. Donc là, c'est une question, les élus donc, du littoral, ils savent de quoi je parle. Et on a un vrai problème. Voilà, donc moi, c'est un peu ces questions-là qui m'interpellent. Et derrière donc, ces questions, il faut qu'il y ait aussi des solutions. Je ne sais pas si vous voulez réagir. N'hésitez pas. Oui, bien sûr. Monsieur, si vous pouvez, par contre, vous lever pour la caméra. On vous amène un micro. Bonjour, donc Jean-Guy Amat, gestionnaire de terrain de camping juste à côté, et représentant de la fédération. Donc effectivement, c'est très intéressant d'avoir des chiffres objectifs sur des problématiques qu'on travaille au quotidien, et ça permet d'arbitrer de façon pertinente les stratégies politiques. Sur l'étude qui a été faite, j'avais une question. Est-ce qu'il y avait des éléments, j'ai vu que vous avez pris en compte
les activités directes, on va dire, que sont effectivement la pizzeria de Portierail. Mais au-delà de ça, il y a toute une activité qui avait été identifiée par la Banque de France autour des activités indirectes sur la distribution alimentaire, sur la vente de matériaux, sur la construction, sur la partie industrielle. Il y a par exemple 2 usines de fabrication, d'hébergement, de tourisme qui emploient 500 emplois industriels à Lézignan. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à cette niveau-là dans votre détail, qui est à mon avis prégnant parce qu'on touche là sur des emplois pérennes et non saisonniers. On parle aussi des secteurs de la banque, on parle par-ci également de services, enfin il y a beaucoup de choses qui sont directement liées à l'activité touristique. Et également sur un autre registre, et ça c'est un chiffre que je crois qu'on n'a pas et qui malheureusement serait extrêmement intéressant de connaître, c'est on connaît l'agrégat balance des paiements au niveau national et on sait comment cet agrégat est important dans la création de richesses ou dans la tenue de notre économie nationale vis-à-vis des autres nations. On sait que le tourisme pèse aujourd'hui plus de 7% dans cet agrégat au niveau national, ce qui en fait un des principaux postes excédentaires au niveau français, avant l'aéronautique, l'agriculture ou l'automobile. Et je pense que si on arrivait à analyser ce chiffre-là, au niveau du département, de la région, on arriverait à avoir quelque chose qui serait tout à fait significatif, parce que lorsqu'on sait que le tourisme amène de la richesse d'autres départements et qu'elle est dépensée localement, on comprend directement là le poids que cela représente, l'attractivité, le rôle de locomotive. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte véritablement à l'économie locale, puisqu'on redistribue en général les PME que nous sommes localement auprès de salariés d'abord, puisque c'est notre principal poste de redistribution et ces emplois-là ne peuvent pas être délocalisés, mais également lorsqu'on fait travailler les banques, les inventaires de matériaux, les fabricants de mobil-homes et autres, et on dépasse localement. Donc cet apport de richesse qui rentre sur le territoire et qui ne ressort pas serait un agrégat qui serait extrêmement intéressant de connaître. Merci beaucoup. Nicolas. Je ne sais pas si le micro fonctionne, oui. Oui, effectivement, il y avait 3 questions. Donc, je replace le contexte rapidement. On est sur une étude macroéconomique, donc on est vraiment sur une approche assez globale. Sur le tourisme littoral, néanmoins, je vous prenais l'exemple du restaurant, mais effectivement, on est allé jusqu'au niveau de services, comme les bars, les coiffeurs, ce type de choses. On a intégré aussi dans la prise en compte de l'emploi des effectifs et du chiffre d'affaires. Donc ça, on l'a pris au niveau des communes littorales, effectivement. Pour répondre à votre question par rapport à la construction d'hébergements touristiques, alors je vais vous faire une réponse de Normand, c'est oui et non, dans le sens où si l'entreprise est identifiée par son code NAF, parce que le code NAF, par exemple pour les béotiens, mais c'est ce qui identifie vraiment le secteur dans lequel l'entreprise travaille. Si elle a été identifiée comme travaillant autour de la mer ou du tourisme, on l'a intégrée. Si elle n'a pas été le cas, on a un autre outil qui a été développé avec des recherches par mots-clés au niveau de l'activité même de l'entreprise. Mais objectivement, je pense qu'on n'a pas dû l'avoir dans nos radars, celle-là, parce qu'elle est très spécifique à ce territoire. Et sur la question de la redistribution locale, finalement, des valeurs, je dirais, en tout cas, on la retrouve dans les chiffres du chiffre d'affaires. On retrouve une partie de cette valeur dans le chiffre d'affaires, pas tout, on est bien d'accord. Je disais, on est sur une approche macroéconomique, donc on n'est pas allé aussi finement que vous le précisez. Je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de faire ça à l'échelle d'un territoire, d'identifier, et non pas à l'échelle de la région, là on est sur une échelle qui est quand même très, très grande, mais d'aller sur cette échelle-là d'un territoire et d'aller peut-être jusqu'au bout, sachant que ce sera extrêmement compliqué justement d'avoir tous ces chiffres-là et de les agréger pour avoir une photographie totalement complète. Merci beaucoup. Notre question, si vous pouvez vous lever pour la caméra. Merci. Bonjour à toutes et tous. Vincent Renoir, EDF Occitanie. Alors moi, j'ai envie de réagir sur les énergies renouvelables. On voit que ça y est, ça part, quoi. Et tant mieux. Donc, j'ai entendu parler des flotteurs. Donc, je comprends bien poursuivre les travaux à la région, cette filière qui se met en place. Est-ce que ces chiffres reflètent exclusivement la filière naissante de l'éolien en mer ? Ou est-ce qu'il y a d'autres énergies renouvelables derrière? Je pense à la thalassothermie, enfin tous les projets côtiers, ou alors demain, la thalassothermie, parce qu'il y a pas mal de projets, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ces énergies renouvelables?
Alors, Un peu naïf comme question, mais... Non, 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 pas du tout. En fait, encore une fois, là, on s'est basé sur les entreprises et leur activité. Donc, si on avait une entreprise de thalassothermie en Occitanie, elle serait dedans. Objectivement, et à ma connaissance, on n'en a pas en Occitanie. Donc, elle ne fait pas partie de ces chiffres. Néanmoins, ça fait partie des réflexions que l'on a de manière générale sur les énergies. Donc, on l'a dans le périmètre, mais là, dans les chiffres, dans les statistiques, non, on ne l'a pas tel quel. Je suis désolé. Merci beaucoup. Peut-être une ultime question, je vois que l'horloge... Je rebondissais, il y a aussi tout ce qui est, il y a du photovoltaïque, on parle d'innovation, je pense en particulier à l'étang de Thau, sur les parcs à huîtres, on connaît, on a vu ça aussi, et puis il y a des fermes aussi, il y a eu une expérimentation toute récente sur de l'éolien, pas de l'éolien, du photovoltaïque à 7, du côté justement. de 7, oui. Voilà, donc il y a plusieurs types de filières. Sur la Rimpel, je crois que c'était la semaine dernière, ça a été présenté, ils ont fait le premier parc offshore, ils ont commencé la construction. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de revoir donc, dans 2 années l'évolution des expérimentations qui s'accélèrent de plus en plus. Je pense aussi à l'hydrogène, donc notamment la fabrication, le stockage, et puis derrière donc les valeurs ajoutées. Ce qui aussi est intéressant, c'est peut-être donc d'avoir des focus peut-être par territoire sur l'effet levier. Enfin, moi je sais que c'est un élément très très important en termes d'investissement quand on investit. Quel est l'effet levier? Donc, est-ce qu'on a un effet levier qui est multiplié par 10, par 15, par 20, qui donne des indications? Enfin, moi, je reviens aux investisseurs et qui, en même temps, apportent une vraie valeur ajoutée. C'est vrai que là, aujourd'hui, tout s'accélère sur le photovoltaïque, sur l'éolien. Nous, si on se projette dans les 3-4 prochaines années sur les futures turbines, sur les activités liées donc avec l'éolien. Déjà en termes d'emploi, on va donc avoir entre 3000 et 3500 emplois nouveaux qui vont se créer sur notre région. Et sur les 3500 emplois, donc pratiquement 50% des cadres supérieurs qui vont venir. Donc derrière, tout ça, ça mène de la richesse. On l'a pas fait parce que tout simplement, pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait prêt. Mais il va suffire uniquement que d'appuyer, donc en quelque sorte, sur le bouton pour revoir et refaire mouliner les modèles économiques. Voilà, donc tous ces éléments, ils sont pour nous très très impactants et structurants et vont nous permettre de pouvoir consolider des valeurs, et derrière les valeurs, c'est l'emploi, parce que la priorité de la région, c'est la création de la richesse et de l'emploi derrière, quoi. Merci beaucoup. Une ultime question. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous laisse rejoindre, on peut les applaudir. Je vous laisse rejoindre vos places et puis on va passer à la seconde partie de ce Lab Littoral spécial rendez-vous du Parlement de la mer avec des exemples concrets de cette fameuse innovation dans l'économie bleue en Occitanie. Donc, je vais rapidement tout de suite présenter une des 3 problématiques. Alors on a une sélection très, très pertinente sur 3 thématiques vraiment très différentes qui sont portées par le projet Avenir Littoral. Je me permets de saluer l'État aussi, qui, comme le disait Didier, qui est présent aujourd'hui. Pour commencer, je vais appeler au pupitre la société Seaboost pour le projet Pégase. Le projet Pégase, pourquoi il va être intéressant pour nous? Puisqu'il va être question d'érosion. On sait que quasiment un tiers de notre côte d'Occitanie est touché par ce phénomène. On sait que ça va être encore amplifié par le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de questions qui se posent et on se doit de trouver des solutions. On se doit d'anticiper l'avenir de tout ce qui va arriver. Et Seaboost a eu cette innovation que Julien va nous présenter. On a eu la chance de couvrir pour Midi Libre, notamment pour le relayer. On va parler mangrove, on va parler
maîtrise de la houle. Je vous laisse la parole, Julien. Merci d'être là. Bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Ravi d'être là. Donc, je suis Julien Dalle et je suis responsable des activités liées aux solutions fondées sur la nature chez Seaboost, qui est une entreprise montpelliéraine dédiée à l'ingénierie écologique. Alors, est-ce que si je fais ça, ça passe? Ah. On n'est pas tout à fait au début. Ok. Donc, petit rappel sur le projet. Le projet donc, Pégase, dont je vais vous parler, est un projet qui a été partiellement financé dans le cadre de l'appel à projet Avenir Littoral. C'est un projet qui a lieu sur la plage du Gros d'Agde et qui vise à protéger cette plage contre l'érosion, tout simplement. Donc, il y a globalement l'objectif de ce projet, c'était de concevoir et de mettre en œuvre un ouvrage qui permette de lutter contre l'énergie des houles qui viennent récupérer le sédiment sur la plage progressivement et l'éroder et mettre en péril donc les infrastructures qui sont à la côte. On a conçu un ouvrage qui est différent de ce qu'on voit d'habitude parce qu'on s'est inspiré en fait des écosystèmes et de leur fonctionnement, en l'occurrence de la mangrove. La mangrove, c'est un écosystème littoral dit ingénieur, dans un écosystème tropical qui joue un rôle d'atténuation de la houle et des courants du fait de la tortuosité et de la complexité structurelle de son système racinaire. Quand la vague et le courant traversent la mangrove, le trajet est tellement complexe, il y a tellement de frottements qu'on a une dissipation progressive de l'énergie, et c'est ça, en fait, qui permet de jouer un rôle d'atténuation de houle et de courant. On l'a très bien vu pendant le triste épisode du tsunami, les collectivités, les communes, les villages qui étaient protégés par une ceinture de mangrove ont été bien plus sauvegardés que des villages qui étaient directement exposés en front de mer. Aujourd'hui, on estime que la mangrove, elle dissipe à peu près 70% de l'énergie de la houle sur 100 mètres, dont l'essentiel sur les 10 premiers mètres. On a essayé de s'inspirer de ce système et on a conçu un ouvrage donc, qui est perméable. L'intérêt de la perméabilité, c'est que ça permet les flux hydrologiques, les flux écologiques, les flux de sédiments, ce qui est hyper important quand on parle de connectivité écologique et quand on parle de renouvellement des eaux de baignade, par exemple, pour avoir une bonne qualité préservée, y compris dans la saison estivale. On a un ouvrage qui a une forte complexité structurelle et c'est pour ça qu'il joue son rôle de dissipation énergétique et de préservation du trait de côte. C'est aussi ça qui fait qu'il va jouer une partie de ses fonctionnalités écologiques, d'habitat, de nurserie, de substrat, qui vont permettre aux espèces locales de s'installer et de se développer, de se mettre à l'abri de la prédation. Et on a donc vraiment un point de relais entre les zones qui sont immédiatement à la côte et le large, avec des espèces et des juvéniles qui peuvent utiliser cet ouvrage comme zone de transition dans leur croissance et dans leur cycle de développement. C'est un ouvrage qui est éco-conçu. On essaie d'utiliser des matériaux qui permettent le développement de la vie, et vous le verrez sur les quelques photos un petit peu plus tard. C'est un ouvrage qui permet de rationaliser les moyens. On est sur un ouvrage avec des modules qui sont relativement simples, relativement faciles à poser. L'intérêt, c'est qu'on est capable d'adresser des problématiques d'érosion, y compris sur des plages qui sont petites. Aujourd'hui, quand on parle d'ouvrages de lutte contre l'érosion, on passe à des brise-lames en enrochement, à des digues, à des ouvrages en géotextile, et c'est des ouvrages dont la mise en œuvre, elle est difficilement accessible à l'échelle de petites plages, de plages de poche, parce que la mobilisation des moyens maritimes et des travaux est forfaitaire. En fait, on a un coût minimum, un ticket d'entrée qui est élevé. Donc avec ce type d'ouvrage, on peut se permettre aussi de réfléchir à de l'aménagement de plages qui font quelques dizaines de mètres et qui sont aussi soumises à des dynamiques érosives comme les grandes plages. Et ça a son importance, notamment quand on parle de tourisme et d'économie bleue. Et enfin, c'est un ouvrage qui est modulaire, c'est-à-dire que tous les modules sont indépendants. Ça a principalement deux avantages. Le premier, c'est qu'en cas de casse accidentelle, on ne met pas en péril l'ouvrage. Le second, c'est qu'on n'est pas tenu de faire un ouvrage linéaire continu. Quand on fait une digue, les blocs se soutiennent les uns les autres, ils s'empilent. Si on en enlève un, tout s'écroule. Là, on peut choisir de disposer les modules à des endroits où on juge qu'ils seront efficaces et de les laisser libres des endroits où on juge qu'ils n'auront pas d'intérêt. Aujourd'hui, on a déployé un pilote qui fait à peu près 42 modules. Vous voyez là une vue aérienne qui a été prise par Renaud Dupuis de la Grand-Rive, qui est directeur de l'aire marine de la ville d'Agde. C'est le positionnement de ces modules, il est issu d'une modélisation numérique, c'est pas le fruit du hasard. Le fait qu'ils soient alignés, le fait qu'ils soient par 5, le fait qu'ils soient à cet endroit-là et pas ailleurs, que les lignes soient orientées dans ce sens-là, tout ça en fait c'est de la modélisation numérique qui prend en compte l'historique des houles, la variété des forçages et qui permet de dire que c'est cette configuration-là qui est la plus efficace. On vise à poursuivre ce projet en déployant 100 à 150 modules complémentaires.
Aujourd'hui, cet ouvrage pilote, il a permis de démontrer son efficacité d'un point de vue hydrodynamique. En revanche, pour avoir un vrai impact sur la morphologie de la plage et sur le maintien du trait de côte, il est évident que ce n'est pas un petit ouvrage positionné en face de la plage qui va protéger l'intégralité de la plage et qu'il faut poursuivre l'action et convertir le pilote en projet, pour le coup, de recherche et de développement, en projet innovant qui permettra, lui, d'avoir un effet morphologique sur le trait de côte. Voilà quelques images de ce à quoi ça peut ressembler sous l'eau. Donc on aperçoit, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière la ligne, par exemple, que vous avez au second plan, on a une petite dune qui se crée. Donc on a un léger départ sédimentaire au niveau de la ligne et derrière, ça accrète. Mais à l'échelle de l'ouvrage, c'est ce qu'on va cibler en fait à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'on a un paysage qui se vallonne du fait des différentes lignes successives. L'ouvrage, on peut le considérer comme une de ces lignes, et la dune qu'on va avoir derrière, la forme d'accrétion qu'on va avoir à l'arrière, va être à la proportion de l'ouvrage. Donc c'est ce qu'on cherche à créer. On va accréter derrière, amoindrir la pente de la plage et donc avoir une plage qui doit être stabilisée par le biais de cet ouvrage. On n'est pas sur un ouvrage qui va accréter la plage, on n'est pas sur quelque chose qui va magiquement régénérer la plage sur plusieurs dizaines de mètres. Par contre, la stabiliser, ça c'est possible et c'est ce qu'on cible. Voilà une autre image qui permet de se faire une idée de ce à quoi ça peut ressembler. C'est à 150 à 180 mètres de la plage aujourd'hui. Et ça, c'est une image qui permet de se rendre un peu mieux compte de la colonisation de l'objet. On est un taux de recouvrement d'à peu près 100%. Après, ça, c'est une photo qui a été prise après 7 mois. Donc voilà, l'idée, c'est de conjuguer la lutte contre l'érosion avec des systèmes modulaires, accessibles et qui permettent d'accueillir la biodiversité. On est vraiment dans cette philosophie-là. Aujourd'hui, on a des résultats de monitoring. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais grosso modo, ce qu'on voit sur l'image avec les traits rouges, l'image à gauche de l'écran, c'est qu'on a mis des capteurs devant et des capteurs derrière. À l'échelle du pilote, on a une atténuation des houles de 0 à 30%, avec un niveau moyen de 10 à 15%. C'est à peu près les ordres de grandeur qu'on ciblait pour avoir une stabilité de la plage. Ce qui est intéressant là, c'est que les houles vertes sont des houles constructives et les houles roses sont des houles destructrices. On atténue majoritairement les houles roses et les houles destructrices, c'est-à-dire qu'on va amoindrir l'énergie des houles qui retirent du sable, mais on affecte peu l'énergie des houles qui, elles, sont vecteurs en fait, de rechargement de la plage. Donc c'est ça vraiment qui permet d'atteindre l'équilibre et c'est ce qu'on recherche. Donc aujourd'hui, c'est un pilote qui fonctionne. Du point de vue instrumental, on s'aperçoit qu'on a des effets. Et l'idée maintenant, c'est de passer à l'échelle. Et avec la ville d'Agde, avec la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, qui sont nos partenaires sur ce projet, qui ont accepté de l'accueillir et de prendre le risque en fait, de l'expérimentation, parce que c'est aussi une forme de courage d'accueillir des projets comme ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait accepté de faire ce test sur son territoire, donc merci à eux. Et voilà, donc là, on en est là aujourd'hui, et l'idée, c'est de convertir l'essai. Aujourd'hui, on a des retombées, voilà, c'est un projet qui a été cofinancé en partie par cet appel à projet. Aujourd'hui, on a 2 emplois qui ont été créés par le biais de ce projet. On a de nombreux prospects. Moi, je rentre des Philippines aujourd'hui où on est en train de développer un projet similaire. On a des prospects au Cameroun, à Madagascar. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un projet qui fait des émules. On a également des prospects en métropole là-dessus qui se positionnent parce que les résultats sont ce qu'ils sont. On n'est pas encore en mesure de prendre des garanties, mais néanmoins, c'est une technologie qui s'inscrit dans une forme de compromis entre une restauration écologique, entre guillemets, simple, et une lutte contre l'érosion traditionnelle avec des ouvrages gris. On essaie de faire le mariage des deux pour avoir quelque chose de raisonné, de raisonnable, et qui permette de conjuguer le meilleur des deux mondes, tout simplement. Et on remercie bien évidemment l'ensemble des partenaires au projet, la région, le pôle maire, ADOC, l'État, qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de le mettre en œuvre. Je vais peut-être un peu dépasser. Non, c'était passionnant. Merci beaucoup, Julien. Restez 2 minutes, puisqu'on a un petit temps d'échange, si jamais vous avez des questions complémentaires. Ah, juste devant. On vous amène le micro. Si vous pouvez vous lever. Oui, bonjour. Bravo pour cette présentation. Je voulais savoir comment se comportait votre système par rapport à un brise-lames plus classique, si vous aviez des éléments d'information. Oui. Un brise-lames classique, c'est une structure qui est opaque, qui est imperméable. Donc en fait, quand la houle arrive sur un brise-lames classique, la dissipation, elle se fait par réflexion. Ce qui franchit par-dessus déferle et ce qui ne franchit pas se réfléchit. C'est pour ça que sur les digues du large dans les ports, quand il y a des coups de mer, la houle monte à la verticale. Parce qu'en fait, il y a un phénomène de réflexion. L'ouvrage qu'on a conçu, il est perméable, il est transparent. Donc en fait, la houle passe au travers.
Et c'est le fait que le trajet soit très compliqué et que l'ouvrage soit très rugueux, très complexe, qui dissipe de l'énergie, un peu comme du frottement en fait. Et du coup, on a une dissipation progressive de l'énergie, on n'a pas de réflexion. Or, la réflexion, c'est quelque chose qui va porter atteinte à la structure de l'ouvrage. C'est aussi quelque chose qui va créer beaucoup d'affouillement, et donc qui peut déstabiliser l'ouvrage. Et là, en fait, en n'ayant pas de réflexion, on crée un contexte qui est moins perturbé localement, qui permet à l'écosystème de s'installer et qui est quand même dissipatif, en tout cas suffisamment pour stabiliser une plage, par exemple, ou un trait de côte. Merci pour ce complément d'information. Peut-être d'autres interrogations, profitez-en. C'est très complet. Monsieur. Oui, bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ensablement de ces modules, comme ça se passe souvent pour les récifs artificiels? Un risque de, pardon? D'ensablement. D'ensablement? Alors si, il y en a un. Les modules sont ancrés sur des pieux. Donc en fait, quand le flux passe au travers et dans le module, il y a ce qu'on appelle de l'affouillement, c'est-à-dire qu'il amène un petit peu du sable autour, et le module, s'il n'y a plus de sable en dessous, il descend sur le pieu. Et quand il descend, si après il y a un réensablement massif, il va être partiellement ensablé. Ce qui en soi est un bon résultat, puisque c'est ce qu'on cherche à faire quelque part. Après, les modules sont conçus de telle sorte qu'on peut compléter l'ouvrage. C'est-à-dire que si le module descend suffisamment et qu'on s'aperçoit qu'il perd de sa performance parce qu'il occupe moins la colonne d'eau, il suffit de remettre un module par-dessus. C'est normé, c'est calé, le pieu il est toujours là, et ça permet d'avoir un module qui est partiellement ensablé, qui va jouer son rôle sur la partie qui reste émergée du substrat, et on rééquipe par-dessus pour avoir un ouvrage qui reste fonctionnel sans avoir besoin de le démonter ou de retirer ce qui a déjà été posé précédemment. Merci Julien. Une dernière question. Alors, on vous remercie. On vous applaudit. Voilà une de ces technologies qui permet de lutter contre l'érosion qui s'annonce encore pendant ces prochaines années, avec toutes les questions que cela pose. L'innovation, c'est aussi d'autres domaines comme les biotechnologies bleues, et on a des entreprises spécialisées dans les microalgues. J'appelle donc Benoît Leterrier pour Green-Sea, qui va nous parler du projet Polito, là aussi également porté par le plan Avenir Littoral. Bonsoir, bienvenue. Puis on vous écoute pour présenter la Green-Sea qui est basée sur Metz, je crois. Exactement. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Leterrier Benoît. J'appartiens à une entreprise qui se nomme Green-Sea et qui est située sur Metz, la commune de Metz, donc sur les Cantos. Donc aujourd'hui, j'ai choisi en fait de vous présenter premièrement les activités de Green-Sea. Alors, donc les biotechnologies marines, c'est un mot qui peut être un peu effrayant, mais finalement en fait c'est uniquement les technologies qui sont issues de la partie biologique. Donc chez Green-Sea, donc là je vous ai mis en fait une espèce de photo qui regroupe l'ensemble, une partie de ce qui se trouve dans une goutte d'eau, donc les microalgues. Aujourd'hui, on estime qu'il y a aux alentours de 800 000 espèces de microalgues sur la planète. Elles sont également à l'origine de la vie, probablement. Elles ont colonisé il y a des milliards d'années. On estime aujourd'hui qu'on en connaîtrait à peu près environ 35 000, et on en cultive à échelle industrielle moins d'une centaine. Autant dire qu'il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ce point-là. Donc Green-Sea travaille à la fois la partie microalgues, mais également toute la partie macroalgues. Donc là, on a plusieurs marchés sur lesquels on va valoriser ça. La partie feed food, pour tout ce qui va être aquaculture, ou la partie alimentation avec des alicaments pour tout ce qui est animaux de rente, les cochons, les vaches, tout ça. La partie également pharmaceutique, où là, effectivement, on va créer on va isoler, extraire, voire purifier des molécules qui vont avoir un intérêt pharmaceutique. Aujourd'hui, par exemple, on a des molécules qui sont jusqu'à 100 fois plus, qui ont 100 fois plus d'activité que certaines molécules qui sont les plus performantes sur le marché par rapport à des pathologies données, comme par exemple des anticancers ou d'autres molécules. On a également la partie nutraceutique. Donc nutraceutique, c'est tout ce qui est complément alimentaire pour les hommes en partie. On entend beaucoup parler de la spiruline, probablement, ça vous parle peut-être.
Donc il y a eu un effort de commercialisation depuis une vingtaine d'années, et aujourd'hui on en retrouve même dans l'alimentation des femmes enceintes ou alors des sportifs de haut niveau. On a également une thématique dans l'agronomie, ça fait quand même, nos ancêtres, ça fait quelques centaines, voire quelques milliers d'années qu'ils utilisaient les macroalgues et les principalement les macroalgues, pour tout ce qui est enrichissement ou alors biostimulant pour des cultures de végétaux ou en tout cas des cultures agricoles. Donc aujourd'hui, on a en fait une partie agronomie. On va essayer principalement d'utiliser des coproduits issus de certaines lignes de nos productions et arriver à créer des biostimulants pour certaines, notamment pour les vignes. On travaille à la fois sur des marchés locaux, nationaux, mais également internationaux. Il y a également la partie agroalimentaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de problèmes avec des molécules synthétiques, notamment des pigments. Donc aujourd'hui, par exemple, on va extraire certains pigments pour colorer naturellement des bonbons, par exemple, je pense à Haribo ou des choses comme ça, pour remplacer justement ces colorants synthétiques. Et il y a également la partie environnement, on va utiliser en fait certains micro-organismes, notamment des microalgues, qui peuvent avoir un effet assainir un certain milieu, voire traiter en fait nos eaux usées par voie biologique. Donc notre savoir-faire, en fait, il est celui-ci. On va extraire donc toutes ces molécules. Chez Green-Sea, on a la chance d'avoir une souchothèque qui recense aux alentours de 400 espèces de microalgues. À l'échelle industrielle, on en cultive seulement une vingtaine, donc on a encore de la marge pour partir dans ce milieu-là. Et donc voilà, donc ça c'était un petit panel de photos de ce qu'on produit donc chez Green-Sea à Metz. J'en viens également donc au projet Polito. Donc aujourd'hui, c'est la réalisation d'un démonstrateur industriel de bioraffinerie de microalgues. Monsieur Colorniou, vous avez parlé du terme démonstrateur, c'est également ça. En fait, on a comme objectif d'effectuer une preuve de concept pour industrialiser une véritable ligne de production d'un ingrédient pour la pharmacie. Donc voilà, avec des retombées assez importantes. Aujourd'hui, le montant du projet total était de 445 000 euros et l'aide attribuée par la région et par l'État a été de 156 000 euros. Aujourd'hui, donc, chez Green-Sea, on est 15 emplois à vivre au quotidien, donc sur les Tantos, mais en 3 ans, on a des perspectives de croissance où on espère en tout cas doubler le nombre d'employés et avoir un chiffre d'affaires qui pourra atteindre 12 millions d'euros sur uniquement ce produit-là. Il faut savoir que chez Green-Sea, donc si on compare les macroalgues et les microalgues, on a aux alentours de 400 références quand même de produits qu'on commercialise dans les 6 thématiques que je vous ai présentées précédemment. Et maintenant, les nouvelles perspectives, c'est qu'on va avoir un nouveau bâtiment qui est notamment soutenu par l'Aglopole de Sète et qui va se situer donc sur l'écosite de Metz, une réhabilitation, où cette fois-ci, en fait, ça va nous permettre d'avoir une véritable halle de production, un site R&D, parce qu'il faut savoir que dans l'entreprise, un tiers de l'effectif est lié à la recherche et au développement et donc à l'innovation, et une partie également laboratoire. Et on va obtenir également la certification ISO 22000, qui est la certification alimentaire. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Benoît, qui a réussi à vulgariser un peu l'activité de Green-Sea et toutes ces perspectives passionnantes, que ce soit dans l'alimentation, dans la cosmétique ou la médecine. Est-ce qu'il y a une question, une précision? Profitez-en. On a encore un tout petit peu de temps sur les perspectives, biotechnologie bleue. Vous êtes tous bons, incollables. Alors c'est vrai que je rajouterai un point, c'est vrai qu'on commercialise aussi des algues, on va dire sous forme algues. On ne fait pas forcément des extraits ou des actifs. On va avoir aussi, par exemple, on va alimenter, tous les aquariums de France sont alimentés par des microalgues qui sont produites chez Green-Sea. Ou alors également, je pense aux écloseries marines, notamment à Ballaruc-les-Bains ou sur le pourtour atlantique, où on va justement donner à manger à des larves de poissons, des microalgues, qui sont vraiment le début de la chaîne alimentaire et qui vont permettre par la suite, justement à l'aquaculture, de nourrir la planète. Voilà. Merci pour la précision. Merci. Merci Benoît. On a parlé érosion, on a parlé biotechnologie, et puis forcément on ne pouvait pas
éviter le sujet des énergies marines renouvelables et la question des éoliennes en mer qui vont débouler avec les parcs expérimentaux, on espère en fin d'année 2023 ou début 2024, avant que les champs commerciaux n'arrivent dans quelques années. Et forcément, ça pose des questions environnementales. Et on voulait mettre à l'honneur une société de Béziers, juste à côté d'ici, Biodive Wind. J'appelle Lionel Favre et Dominique Lecoq. Je crois qu'ils sont deux. Voilà, Lionel Favre, bonjour, vous êtes directeur général de la société Biodive Wind, et Dominique Lecoq, directeur technique. Vous allez nous parler un peu de ce que vous faites pour les oiseaux. Exactement. Qui dit éolienne, dit aussi faune, avifaune présente. Parfait. Le projet TIF. Merci de nous accueillir. Donc la société Biodive Wind est née il y a une dizaine d'années environ, dans la tête d'un ornithologue qui s'est dit l'éolien doit être compatible avec la biodiversité. Voilà, donc on va vous parler du projet qui concerne les éoliennes flottantes. Alors, ce projet, en fait, consistait à obtenir un algorithme de filtrage de l'état de mer et finalement de l'horizon. Donc, la difficulté, c'était effectivement, vous le verrez sur les images, de pouvoir identifier l'état de la mer changeant, ainsi que la ligne d'horizon, puisqu'on comprend qu'une éolienne flottante, ça bouge. Et donc, reconnaître un oiseau dans cet environnement, c'est un peu difficile. Donc là, on peut voir le dispositif qu'on a mis en place, donc avec un radar et une caméra. C'est un système finalement assez simple et qui nous a permis, donc on va voir ce que donne le résultat, d'obtenir ce premier objectif. Alors pour lancer la vidéo, je pense que vous pourrez vous rendre compte plus facilement. Voilà, donc on voit l'état de la mer qui représente effectivement beaucoup de points changeants, et puis une cible qui apparaît, qu'on identifie, mais qui va nous falloir un peu de temps pour identifier comme un oiseau. Et puis, vous voyez le point noir là, qui évolue. Et puis là, à ce moment précis où le cadre s'agrandit, l'image est plus importante, on a pu identifier l'espèce. Alors peut-être qu'on peut repasser la vidéo, comme c'est assez petit. Ça vous permet de voir Voilà, donc ça paraît simple, mais en fait la difficulté, c'était d'identifier cette cible par rapport à cet état changeant de l'horizon et de l'évolution de la houle. Voilà, c'est cet algorithme qui nous a permis de reconnaître l'espèce. Voilà, il faut un temps d'acquisition d'images. Donc le deuxième objectif, si on peut passer, le deuxième objectif, c'est en fait d'établir un certain nombre de banques d'images vidéo, à peu près 5000 par espèce, ensuite de les faire qualifier par des ornithologues, donc des spécialistes, et d'entraîner, comme on dit, d'entraîner la machine, d'utiliser le machine learning, donc les principes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance. Et puis une fois qu'on a réussi à entraîner la machine, eh bien on a testé ce système, d'abord en temps différé, et puis ensuite en temps réel. Donc la conclusion, c'est qu'on arrive à des solutions et une résolution, je dirais pas optimale, mais carrément satisfaisante pour les espèces marines, où on arrive à peu près à 70% à les identifier. On obtient même un résultat plus important pour ce qui est des grandes espèces, puisqu'on obtient un résultat de 90%. Donc on peut dire que la solution mise en place est effective et qu'on a les moyens de résoudre cette problématique, c'est-à-dire d'identifier les espèces qui s'approchent des éoliennes. C'est tout. Non, mais il y a d'autres images.
Alors, l'impact, c'est évidemment l'amélioration du productible éolien. C'est d'abaisser le coût des énergies éoliennes, la réduction des gaz à effet de serre, et puis le respect de la biodiversité, évidemment. Il y a aussi un impact sur le sociétal, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre que éolien et respect des espèces protégées, c'est tout à fait compatible. Voilà, donc ça, c'est un point important. On a aussi un autre objectif, au travers de tous ces travaux, c'est d'obtenir une banque de données importante, parce qu'en termes d'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'images. Et aujourd'hui, on a accumulé plus de 5 millions d'images, de vidéos. 6 500 000 vidéos. Et donc, c'est un point très important pour l'évolution future. Alors, Biodivwin, aujourd'hui, c'est une équipe de 47 personnes. On est heureux d'être présent dans plusieurs pays d'Europe. On a plus d'un quart de notre activité et c'est maintenant même plus d'un tiers à l'étranger depuis cette année, donc principalement en Europe, en Espagne et en Allemagne, mais aussi depuis cette année au Brésil, où là on est intervenu sur un parc d'une trentaine d'éoliennes pour une espèce protégée qui est un perroquet, le haras de Lyre. Et donc, cette espèce, 99% de l'espèce a eu la bonne idée d'être dans l'état de Bahia, près d'un parc de plus d'une centaine d'éoliennes. Voilà, donc on voit qu'on peut protéger cette espèce grâce à nos systèmes. Les retombées du projet, elles sont importantes. Bon, c'est évidemment un business plan, mais on pense que dans le futur, l'activité offshore représentera la moitié de notre chiffre d'affaires. Cette année, on a pu doubler notre chiffre d'affaires, on est à 6 millions d'euros et on pense pouvoir atteindre environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 4 ou 5 prochaines années. Donc l'offshore représentant la moitié, on sera probablement sur des montants de l'ordre de 10 millions d'euros par an et donc sur la période, une quarantaine de millions d'euros. Ces activités vont générer des emplois sur la région, puisque nous avons notre siège et sont essentiellement des emplois industriels. On parle d'installateurs, d'assembleurs de systèmes, d'installateurs et de techniciens qui supervisent les systèmes SafeWin à distance. Donc, ce sont des techniciens qui interviennent donc, à Bougeant-sur-Libron. Et voilà, nous vous remercions. Donc Merci à vous. Voilà, donc, pour être complet, donc, le projet en question a représenté un peu plus de 250 000 euros et la moitié ont été financés par la région. Et nous remercions donc la région et l'État qui nous a permis de faire cette étude. Les marchés vont être surtout, comme vous l'avez expliqué, dans les années à venir, mais il faut s'y prendre à l'avance et c'est important de pouvoir disposer de financement dans ces conditions. Et d'avoir l'expérience à terre aussi que vous avez. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on vous garde 30 secondes? Est-ce qu'il y a une précision? C'était assez complet. 1, 2, 3, à juger. Messieurs, je vous remercie. J'appelle Didier pour le mot de la fin, puisque c'est déjà la clôture de ce premier rendez-vous de Lab Littoral, Parlement de la mer. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté et échangé avec cette première édition. J'étais en train de dire à Colette et à Patrick, en fait, il y a 10 ans, quand on a imaginé un peu comme les démonstrateurs, un peu comme les entreprises, donc avec le retour d'expérience, nous, un peu comme vous, il y a 10 ans de ça, quand on a lancé le Parlement de la mer, on avait une feuille blanche, on savait vers où on voulait aller, mais on n'imaginait pas finalement de se retrouver aujourd'hui avec des enjeux donc, liés avec la biodiversité, avec le trait de côte, avec les microalgues, avec tout ce qui fait donc, le corps un peu de l'économie bleue et en même temps tout ce qui interpelle notre société. Donc vraiment, moi, c'est avec beaucoup de recul aujourd'hui et même de chance de me retrouver président d'une structure
atypique, parce qu'elle est complètement libre de fonctionnement, bien sûr encadrée par, donc je parlais de Marie et de Marc Barral, avec mon équipe, avec une volonté politique, vous l'avez compris, de Carole Delga, les services de l'État, donc avec Sarah qui est à nos côtés, avec la Banque des Territoires, et puis nous on essaye de vous encourager, on essaye de vous aider. Tous vos projets, et notamment les retours sur expérience, ils sont vraiment fantastiques parce qu'on voit les concepts. Donc, moi, je me souviens, dans le cadre des appels à projets, quand on a commencé à regarder donc, qui c'est qu'on accompagnait, donc comment les accompagner. Et là, aujourd'hui, on est ravis donc, de vos retours. En même temps, ça interpelle et ça doit interpeller les élus locaux. Donc sur notamment le trait de côte, enfin, tous les sujets donc, que vous avez évoqués, mais moi je pense au trait de côte, donc quid donc, de recharger ou pas recharger les plages, donc les structures, donc comment on protège nos rivages, comment on respecte un peu plus notre biodiversité. Donc ces sujets, ils sont vraiment au cœur de notre réflexion au niveau du Parlement de la mer. Moi, je tiens à vous remercier, Yannick, donc le groupe, et notamment le Midi Libre sur ce Lab Littoral aussi. Le Lab Littoral 21, le Lab Littoral, pardon, a été aussi une innovation, une proposition que nous avons fait il y a quelques années avec le grand patron du groupe, Midi Libre, en disant nous on aimerait faire un lab littoral, on aimerait faire les assises du littoral, et en fait au fur et à mesure, alors bien sûr il faut aller chercher des crédits, parce que dès qu'on organise des événements, des équipes, parce que nous sommes tous bénévoles, et on essaye donc d'apporter nous notre contribution, notre envie de booster et d'aller un peu plus loin. Donc déjà merci donc, à cette présentation sur les contrats. Donc nous avons démarré, nous avons été d'ailleurs je crois la première région à lancer un contrat de filière avec la conchyliculture. C'était à la Maison de la Mer à Sète. Nous continuons avec un contrat donc, de filière avec la pêche, avec Bernard, donc le président de la pêche, et ton équipe. Donc ce contrat de filière, pour nous, il est très très important dans l'organisation et puis l'accompagnement. Et nous allons continuer donc à structurer notre territoire donc du littoral avec un contrat de filière avec la Fédération de l'industrie nautique. Donc là aussi, donc un échange avec le président et la vice-présidente, avec Colette, pour qu'on ait une structuration très très donc organisée, mais en même temps donc qu'elle soit donc dynamique, qu'elle soit inventive. Et vous l'avez compris, donc moi à travers ce que je suis avec mon équipe, parce que tout seul je suis rien, et on essaye de faire bouger un peu les lignes. Souvent, quand je suis très attaché à la démocratie participative, et en tant qu'élu depuis 22 ans, je pratique beaucoup de démocratie participative, et souvent, quand on est avec des jeunes, plus jeunes que vous pour certains, parce que je vois il y a toute une génération, en fait, les jeunes, ils osent, ou nous, on n'ose pas aller. Et en fait, il faut qu'on arrive à interpeller les élus, qu'on soit élus local, régional ou national. Et nous, quand on rencontre les ministres, en fait, on évoque ces sujets. Et en fait, pour nous, il n'y a aucun tabou. Et on est prêt à relever souvent la plupart des défis. Alors des fois, c'est difficile parce que quand ça ne rentre pas dans des cases, donc on nous dit on ne peut pas. Mais comme on est très insistant, donc on essaye. Et je reviens sur le démonstrateur qu'on doit mettre donc, chez toi avec Sylvain Pioche. Il faut qu'on arrive donc à ouvrir des portes des fois qui sont entrouvertes, notamment de quelques ministres qui sont un peu, qui n'osent pas ou qui sont vraiment trop encadrés par la direction. Et souvent, c'est les directions qui prennent le pas sur les élus. Et nous, ce n'est pas le cas, avec tout le respect que j'ai avec nos équipes. C'est nous qui essayons de faire avancer les choses avec modestie et humilité, mais
avec force aussi, parce qu'on peut y arriver. Et je termine donc le Parlement de la mer. Vous imaginez, aujourd'hui, on a une direction, on a des projets qui sont très, très orientés sur la croissance bleue. On a un plan littoral 21. On a signé un contrat, donc État-région, donc avec la Première ministre. Donc tout ça pour vous dire que quand on a envie d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, on peut y arriver. Donc moi, pour ces 3 projets que vous nous avez montrés, donc ils sont très très donc pertinents par rapport aux enjeux. La biodiversité, donc c'est un sujet donc qui est super important. Je préside notre Parlement, enfin c'est un parc naturel régional, et donc le sujet de la biodiversité, on est en renouvellement de la charte, et c'est un sujet qui est très très sensible aujourd'hui. Donc la biodiversité, une grande partie, et la biosphère est très abîmée, et si on regarde uniquement que donc autour de nous, les oiseaux de champ ont disparu, les lucioles donc on n'en voit plus. Moi j'ai vécu une quinzaine d'années à la campagne, et j'avais un certain nombre d'espèces qu'on ne retrouve plus. Mais on s'aperçoit que quand on fait un peu d'effort, donc les espèces reviennent. Et finalement, un Parlement de la mer, c'est tout ça. C'est donc les études que vous apportez donc, avec vos étudiants, Madame la Proviseure. C'est aussi donc, tous confondus avec nos responsabilités d'essayer de répondre à ces enjeux. Très, très content et très satisfait, donc je conclus. C'est une première. On va évoluer aussi parce qu'on va faire un débriefing avec mes équipes. Merci donc Gwendoline, donc merci pour ton accueil. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec toi, donc avec le Parlement de la mer, également ce que tu fais dans cette belle petite commune, 3500 habitants. Quand on voit les infrastructures, on a visité la mairie en fait, hein, et elle a une mairie qui est vraiment remarquable. Et voilà, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et on partage le verre de l'amitié juste à côté. Merci. Merci beaucoup.